Bien, bonjour à vous les 5A, je suis très content de vous retrouver, vous me manquez, j'espère que vous allez bien. On va reprendre le fil du cours, vous aviez terminé avec un DS sur l'avare de Molière, on va reprendre par là, par une correction. Alors, comment vous allez faire? Vous prenez votre cahier, vous notez que c'est une correction, et pour chaque question, eh bien, vous allez prendre en note ce que je vous dis, prendre en note ce que vous retenez, ce qui vous semble intéressant. Je veux vraiment qu'il y ait une prise de notes, c'est pas juste une vidéo qu'on regarde, je vérifierai sur vos cahiers que la prise de notes a été bien faite. C'est important que vous continuiez à prendre le cours comme des grands, hein, comme des lycéens. Là, pour le coup, vous devez prendre des notes. Voilà. Je vous souhaite bon courage. Faites attention, à certains moments, ça va aller assez vite. Hein, je suis limité par le temps. Et ben, vous repassez la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc, le texte que je vous avais donné était un texte de Molière. Je vous posais d'ailleurs une question sur lui, donner 4 renseignements sur la vie de Molière et sur ses œuvres. Eh bien, sur la vie de Molière, vous aviez des tas de choses à dire. C'est un auteur, un metteur en scène, il est aussi comédien, il fait tout, hein. Et il a vécu au XVIIe siècle, il a fait des comédies, il est célébrissime, c'est l'auteur de théâtre français le plus connu au monde. Et dans ses œuvres, eh bien, il aime bien critiquer les défauts des gens, il aime bien critiquer les défauts des avares, les défauts des gens qui essayent de forcer leurs enfants à se marier, comme on l'a vu dans Scapin. Et c'est vraiment chez lui quelque chose qui revient, hein, c'est corriger les défauts en se moquant du ridicule de ces gens. Voilà. La pièce sur laquelle on travaillait, on ne va pas en parler tout de suite. On avait une deuxième question qui était la suivante. En lisant la BD intitulée De Cap et de Croc, qu'avez-vous appris sur les conditions de représentation des troupes itinérantes à l'époque de Molière? Alors, il y avait déjà un élément de réponse dans la question. Les troupes à l'époque sont itinérantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas fixes, elles voyagent et elles s'installent sur des foires, sur des champs de foire, pendant les marchés, pendant les fêtes, en particulier des fêtes religieuses comme la Saint-Germain, la Saint-Laurent et la Saint-Ovide, ici on vous en parle. Donc on monte des tréteaux et puis on joue dessus, les gens s'attroupent, il y a du bruit, il y a beaucoup de mouvements, il y a des disputes, il y a des gens qui sont à cheval, là, vous voyez. Et naturellement, bah, ça gêne un petit peu les comédiens qui doivent apprendre à composer avec ça. C'est un théâtre très populaire. Et on avait vu dans De Cap et de Croc que ça ne devait certainement pas être facile. Alors du coup, on répète beaucoup les choses, comme au début des pièces de Molière, pour que les spectateurs puissent bien comprendre. Naturellement, mais ça n'était pas dans la question, il n'y avait pas que des théâtres de foire, vous aviez des théâtres en dur pour les personnes aisées, par exemple l'Hôtel de Bourgogne, mais aussi le théâtre du Palais Royal qui a été créé par Richelieu, l'hôtel de Guénégaud, et puis surtout hein, le théâtre de Versailles. Ici vous avez une gravure qui représente ce théâtre avec Louis XIV qui assiste à une représentation du malade imaginaire, et Molière joue le rôle du malade imaginaire. D'ailleurs, vous le savez, il va mourir à la suite d'une de ses représentations. La légende veut que ce soit sur scène, on n'en sait pas tant. Voilà. La pièce sur laquelle on travaillait, c'était l'avare, et plus les fourberies de Scapin. L'avare, c'est lui, c'est Harpagon, c'est une personne qui est exceptionnellement désagréable. Il est avare, comme l'indique le titre, c'est-à-dire qu'il est très près de son argent, il en a, mais il ne veut pas le dépenser. Pour lui, ça tourne à l'obsession, à la paranoïa. Il a peur qu'on lui vole, du coup il enterre son magot dans le jardin. Et naturellement, la flèche, le serviteur qui va arriver, eh bien, il va essayer de savoir où il se trouve, ce magot, et l'avare s'en rend bien compte. L'avare a été représenté au théâtre des centaines de fois, je pense qu'on peut le dire, et puis au cinéma aussi. Alors l'image qu'on en a, c'est souvent lui, Louis de Funès. Alors, il est naturellement inimitable, il a réussi quelque chose d'exceptionnel dans ce film, mais ça paraît aussi un petit peu daté aujourd'hui. Et en particulier un metteur en scène qui s'appelle Ludovic Lagarde. Lagarde est un metteur en scène contemporain qui a décidé de dépoussiérer un petit peu l'avare et d'en donner une mise en scène très particulière. J'adore Ludovic Lagarde. Si vous avez l'occasion d'aller voir une de ses mises en scène, il faut absolument le faire. Il était à Douai il y a une semaine et demie dans une mise en scène de Harold Pinter et il est exceptionnel. Voilà. Je vous mets un extrait. On le trouve sur Vimeo en intégralité. Allez le voir. Lui, c'est la flèche. Il est en fait chez l'avare. L'intérieur
de la maison d'Harpagon a été représentée, remplie de caisses, d'un bric-à-brac pas possible pour montrer qu'il entasse en fait toutes les choses. Et Harpagon, c'est celui qui est dans la petite cahute, vous allez le voir très rapidement, je vous mets juste un extrait. Hors d'ici tout à l'heure, et qu'on ne réplique pas. Alors, que l'on détale de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents? Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandare, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Mais va-t'en l'attendre dans la rue. Ne sois pas dans ma maison, planté tout droit comme un piquet à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un traître et un espion de mes affaires, dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévorent ce que je possède et furettent de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable? Quand vous renfermez toute chose? Je veux renfermer ce que bon me semble et faire Sentinelle sentinelle comme il me plaît. Ne voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Voilà, on pourrait regarder ça à longueur, mais on n'a pas le temps. La question suivante consistait à prouver qu'il s'agit d'une pièce de théâtre. Bon, là, avec la vidéo, c'est évident, hein. Mais dans le texte, eh bien, on avait le nom des personnages qui est naturellement devant chaque réplique. J'insiste pour que vous utilisiez le vocabulaire précis, hein, le mot réplique. On avait aussi l'acte 1, scène 3, tout en haut, hein, c'est du vocabulaire théâtral. L'acte, eh bien, c'est le découpage de la pièce, qui correspond normalement à un changement de décor, et la scène, eh bien, c'est le découpage de l'acte qui correspond à l'entrée ou la sortie d'un personnage. Là, on a une scène qui commence, on a la flèche qui entre, et Harpagon qui lui fait des reproches. Quel reproche d'ailleurs Harpagon fait-il à la flèche? Eh bien, tout un tas. Il l'insulte, il le traite de gibier de potence, de filou, donc de voleur. Il lui reproche de murmurer entre ses dents, il le traite de pandare. Et puis, il lui reproche aussi d'observer un peu tout ce qu'il fait et de tenter de le voler. Voilà, ça c'est vraiment ce qui revient. Et même, quand il lui dit, mais êtes-vous un homme volable? Eh bien, il lui reproche de vouloir faire courir le bruit qu'il a un trésor, qu'il a quelque chose, qu'il a de l'argent. Voilà. Question suivante. Par quel type de phrase la flèche répond-il le plus souvent? Quel est l'effet produit? Eh bien, vous l'avez vu, il n'arrête pas de poser des questions, il répond sans cesse par des séries de questions, c'est qu'en fait, il n'y comprend rien à ce que lui reproche Harpagon, et c'est bien compréhensible. Pour le coup, il arrive comme un cheveu sur la soupe, et du coup, il pose énormément de questions, ce qui a le don d'énerver Harpagon. Quand on répond à une question par une autre question, naturellement, ça tourne en rond. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans les fourberies de Scapin. Alors, je remets juste un petit peu... Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Maintenant, coquin, je dis pas cela. J'enrage. Je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai. Bien, ici, je voulais vous montrer vraiment l'importance des didascalies, puisque on a dans le texte une série de didascalies qui sont à peine perceptibles, hein, quand on voit qu'il dit quelque chose à part, en fait, ça veut dire que le comédien parle au public directement. D'accord? Ici, on en a un bel exemple, quand Harpagon dit «j'enrage», et ça fait rire le public. Il y a une sorte de connivence. Ça, on ne le perçoit pas clairement à la lecture du texte. Il faut vraiment le voir pour pouvoir comprendre ça. Alors, Harpagon est désagréable, hein, on a vu que c'est un personnage exécrable, il n'arrête pas de donner des ordres à la flèche, va-t'en, ne sois point dans mes pattes, il utilise des verbes qui sont à l'impératif, et ça exprime bien ce qu'il est, hein. Il adore donner des ordres, il adore tout gérer, y compris la vie de ses enfants, vous le verrez si vous regardez la pièce, et finalement, un peu comme les pères dans les fourberies de Scapin.
Est-ce qu'Harpagon et la flèche sont égaux? Ben, naturellement, pas du tout. Hein. La flèche vous voit Harpagon, Harpagon le tutoie, il l'insulte. Harpagon est le maître, et lui c'est un domestique, et même pire, c'est le domestique du fils d'Harpagon. Euh, pour bien symboliser cette opposition entre les deux et le fait qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, dans la suite de la scène, Lagarde a décidé de rajouter un petit élément qui est ce qu'on appelle un anachronisme, c'est-à-dire que c'est pas possible, hein, ce qui va être fait là n'est pas possible au XVIIe siècle, c'est contemporain, et on regarde. Et que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Ah, tu fais le raisonneur. Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d'ici, encore une fois. Eh bien, je sors. Attends! Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Viens ça, que je vois. Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres. Les autres. Ouais. Les voilà. N'as-tu rien mis ici, dedans? Bien, alors, bien sûr, c'est pas très joli comme geste, mais je pense que Molière ne l'aurait pas renié. Et on peut se demander d'ailleurs le geste que faisaient les comédiens à l'époque de Molière, au XVIIe, quand ils lui demandaient les autres, les voilà. Là, il y a un vrai jeu d'acteur, il y a une vraie. Et puis c'est drôle, quoi. Ça fait rire le public, et c'est ça l'essentiel. On est bien dans une comédie. Alors, le caractère d'Harpagon, on l'a vu. Est-ce qu'ils sont égaux? Non, bien sûr. Le fusil est là aussi pour montrer cette inégalité. L'un a le fusil, l'autre les mains en l'air, et il va l'humilier consciencieusement, il va le fouiller. Regardez cette scène, elle vaut son pesant de cacahuètes. Alors, cette scène, comme je vous l'ai dit, bah, elle est drôle. Hein. Il y a plein de comiques différents, on s'adresse à tout le monde. Le principal ici, c'est le comique de geste, naturellement, puisqu'il veut sans arrêt le menacer. À un moment, dans le texte, on dit qu'il menace de lui donner un soufflet, c'est-à-dire une gifle. Il l'insulte, on a donc du comique de mots, maître juré filou, vrai gibier de potence. Et puis, on a aussi du comique de situation, quand eh bien, vous avez des apartés, quand un personnage s'adresse au public et que ça le fait rire, puisque là, il y a une connivence qui se crée entre le personnage et le public, on coupe le quatrième mur, et quand Harpagon dit montre-moi tes mains les autres, ici on se demande si c'est pas du comique de caractère ou de situation, c'est pas trop caractère quand même, parce que ça devient totalement absurde. Il est fou Harpagon, il est paranoïaque. Montre-moi tes mains, il y en a deux, les autres, ça c'est complètement absurde. Donc plutôt comique de caractère. On a terminé la correction, où on l'aurait terminé plutôt lorsqu'on aura vu les points communs entre Scapin et la flèche. Eh bien, ce sont des domestiques tous les deux, ils sont rusés tous les deux, ils font naître le doute sans cesse chez leur maître, et ils nous montrent leurs défauts. Ça c'est très important, hein. Ces personnages-là sont là en fait pour montrer les défauts des autres. C'est ça qui est très important. La correction est donc terminée maintenant. Je vais vous laisser. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. J'espère que le format vous plaît. Demain, on commence un nouveau chapitre. Vous avez une série de questions qui va vous être donnée sur Pronote. Et puis, je vous donne le corrigé dans la journée. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.